Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel AX Explore. Donc après avoir interrogé la définition des communs avec Emmanuel Cos, Franck Boutet et José Manuel, puis exploré la notion de relation aux ressources avec François Gémen et Grégory Kenneth, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour échanger autour des modes de représentation pour penser notre relation à la nature et le processus de ménagement de nos habitats. Donc, je suis Marion Moustet, je suis directrice de la stratégie éditoriale et de la communication chez Architecture Studio. Et pour débattre avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Larère. Merci Catherine d'être présente aujourd'hui avec nous. Donc Catherine, vous êtes philosophe et professeure de philosophie émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'éthique de l'environnement et avez participé à l'essor de la philosophie environnementale en France, notamment sur les sujets de la protection de la nature, de la prévention des risques et de la justice environnementale. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, dont la plupart avec votre époux, Raphaël Larère, qui est agronome. Et vous avez écrit notamment « Penser et agir avec la nature », une enquête philosophique parue aux éditions La Découverte, ou encore « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste, qui a été édité chez Première Parallèle. Donc à vos côtés, ici à Paris, nous avons le plaisir de recevoir Lias Amadouche. Merci Lias. Donc vous êtes à la fois artiste et chercheur, et vous travaillez entre Paris et Pékin, où vous enseignez l'art et le design à l'Académie centrale des beaux-arts de Chine. Vous avez mené des recherches sur les problèmes de la conscience à la suite de vos doctorats obtenus en 2019 entre le laboratoire des neurosciences de l'École normale supérieure et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Vous produisez des œuvres donnant forme aux découvertes scientifiques essentielles de notre temps. Au cœur de votre travail, vous proposez une réflexion critique sur la technologie et ses usages, et vous proposez un regard contemplatif tourné autant vers l'altérité, et donc en relation avec la nature et les nouveaux paradigmes du vivant, ainsi que vers l'introspection. Donc merci Lias. Et avec nous, en direct depuis Manchester, nous recevrons Albena Yaneva. Donc, bonjour Albena. Donc, vous êtes professeure de théorie architecturale et directrice du Manchester Architecture Research Group au Manchester Urban Institute. Vous êtes titulaire d'un DEA de l'École des hautes études de sciences sociales et d'un doctorat de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Et vous avez été professeur invité dans de très prestigieuses universités en Italie ou encore aux États-Unis. Vos recherches sont transdisciplinaires, elles traversent les frontières des études scientifiques, de l'anthropologie cognitive, de la théorie architecturale et de la philosophie politique. Et vous êtes l'auteur de plusieurs monographies, dont notamment une sur OMA, Made by OMA, An Ethnography of Design. Voilà, donc cette table ronde va être animée par Alain Bretagnol et Romain Boursier, qui sont tous deux architectes urbanistes associés d'Architecture Studio. Et je laisse la parole à Romain Boursier pour une brève introduction. Voilà, bon débat à tous. Merci. Nous sommes ravis donc de commencer avec vous cette table ronde portant sur les questions de représentation de nos milieux habités au moment de l'urgence climatique qui interpelle notre relation au vivant ainsi que nos processus de ménagement du territoire. Lors de nos précédentes tables rondes, comme évoqué, nous avons pu débattre des relations aux ressources et de la mobilisation des acteurs face à ces enjeux. Nous y avons identifié avec nos différents invités les besoins, d'une part, d'élargir les notions de bien commun de la collectivité au commun du monde terrestre pour en comprendre les enjeux systémiques et réactiver les chaînes de valeur et les chaînes de solidarité par de nouveaux récits. D'autre part, de mobiliser le politique autour du bon usage des ressources afin de garantir demain une équité d'accès en connaissance d'une nouvelle prospective migratoire climatique. Aujourd'hui, Architecture Studio pose la question des représentations de nos milieux, compris sous l'angle de notre interdépendance au vivant et de nos cultures de ménagement de ces ressources. Pour y répondre, nous questionnons donc 3 enseignants-chercheurs sur les domaines de la philosophie, de l'architecture et de l'art, sur les besoins de représentation plus hybrides, processuels et sensibles, la portée éthique d'une nouvelle représentation environnementale, afin d'esquisser des transformations plus vertueuses. Ces échanges représentent pour Architecture Studio l'opportunité d'affiner sa connaissance et sa pratique, et par là de contribuer au débat public. Dans un premier temps, nous interrogerons nos invités sur les limites d'un mode de représentation trop humano-centré, considérant notre environnement, puisque nos conceptions dualistes nature-culture n'est plus suffisante pour répondre aux nouveaux défis, que nos espaces figés de conceptions euclidiens ne nous permettent plus d'habiter le temps que continuent les espaces au travers de projets continués et d'expériences subjectives prenant également part à sa vie.
Dans un deuxième temps, nous considérons nos outils de mesure et d'évaluation de nos impacts sur les milieux habités. Au-delà de la compatibilité stricte du vivant, comment le concept de biodiversité permet-il de relire nos milieux au prisme d'une éthique écocentrée? Comment ce concept stimule-t-il la créativité des réponses architecturales et urbaines par des modes de faire dorénavant plus processuels? Comment cette pensée scientifique d'observation du vivant offre-t-elle d'autres représentations du monde? Et dans un troisième temps, nous interrogerons enfin nos invités sur les approches symbiotiques, voire réparatrices, que nous sommes capables dès lors d'envisager. Comment engager des nouvelles formes de partenariat avec nos milieux pour un agir plus environnemental en opposition à un agir technique? Dans cette perspective, quelle place de modélisation digitale de phénomènes naturels occupera-t-elle dans les projets continués? Et quelles voies philosophiques et artistiques peuvent-elles se développer en marge des tentations catastrophiques d'un anthropocène sombre? À toi, Alain. Alors, on va commencer avec Albena Yaneva à Manchester, si je ne la vois plus, mais j'espère qu'elle est toujours en ligne. Donc là, voilà, bienvenue à nouveau. Albena, alors vous avez écrit Bruno Latour for Architects, et vous faites en particulier référence à sa théorie de l'acteur réseau, qui intègre des objets non humains, des discours dans l'analyse sociologique. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Et puis, puisque votre livre s'adresse aux architectes, quel est le message que vous voulez faire passer à la profession? Merci. J'aimerais bien montrer des images, si possible, de mettre la première image que j'ai préparée. Elle est à l'écran. Oui, merci beaucoup. C'est un petit livre intitulé Latour for Architects, publié avec Routledge. Ça vient de paraître en fait l'année dernière et maintenant elle est open access. C'est une introduction à la théorie sociale du philosophe français Bruno Latour. Et ce petit livre présente la méthode de l'acteur réseau pour les architectes et pour des chercheurs dans le domaine de l'architecture et de la recherche urbaine. L'approche pragmatique de Latour est présentée comme étant une alternative de l'approche critique qui domine toujours le discours en architecture, en théorie architecturale et en critique aussi, je dirais. Ce livre présente l'approche, présente certains concepts de la philosophie de Latour et les traduit aussi pour les architectes, les traduit au niveau de la pratique architecturale et au niveau de la recherche en architecture aussi. Cette traduction est d'autant plus importante aujourd'hui dans ce nouveau régime climatique pour aborder des problèmes, les problèmes de la cohabitation d'humains et de non-humains. Parce que cette approche réaliste de Bruno Latour s'attacherait à comprendre les pratiques des architectes, pas seulement les idéologies et les théories des architectes, mais les pratiques. C'est une théorie qui aborde l'architecture en train de se faire, on pourrait dire. Et c'est pour ça que je voulais montrer cette image qui représente cette dualité dont vous avez parlé, l'architecture statique ou l'image des objets architecturaux statiques d'un côté, ready-made architecture, et l'opposition, l'approche différente pour aborder l'architecture qui est vraiment de suivre l'architecture en train de se faire et les pratiques des architectes en train de travailler, en train de produire des objets urbains, mais aussi des projets pour la ville. L'approche latourienne consiste à vraiment à suivre les acteurs et nous permet de traiter les objets humains et non humains de la vie collective d'une manière symétrique. C'est l'approche symétrique. Et cette approche sociologique de Latour est pertinente aujourd'hui, en particulier pour les architectes, parce que
Premièrement, nous sommes de plus en plus conscients, je dirais, de la nature sociale des pratiques des architectes, conscients aussi que les produits de la conception architecturale contribuent au lien social, contribuent à la formation du lien social. Deuxièmement, nous mettons en question de plus en plus souvent des notions traditionnelles sur le savoir architectural, sur l'innovation et la créativité. Et cette approche nous aide à réévaluer, à réimaginer la créativité et l'innovation dans le domaine de l'architecture. Et troisièmement, nous avons la tendance de reconnaître le rôle actif des objets, des matériaux, des technologies dans notre pratique, et c'est des objets qui participent activement au processus de création et d'habitation. Des objets comme la maquette, par exemple, le logiciel qu'on utilise tous les jours, c'est des objets actifs qui sont des participants actifs dans la production architecturale, ou des médiateurs importants, qu'on dirait la tour. La deuxième image que je voulais montrer, est-ce que vous pouvez la voir maintenant sans changer? Oui. Oui. C'est une image qui représente en quelque sorte cette dualité. D'un côté, on a la nature et de l'autre côté, on a la société. Mais selon la tour, la nature n'est pas un domaine, la société n'est pas un domaine indépendant de la nature ou de la réalité. En suivant la tour, on peut dire que la société ne peut pas expliquer l'architecture, par exemple. Donc, il faut suivre les acteurs pour comprendre l'architecture. Il faut suivre les acteurs pour comprendre la situation climatique dont on est maintenant, ou ce nouveau régime climatique dont on souffre actuellement. Donc, le terme social, c'est le terme que la tour utilise au lieu du terme la société. Donc, le social désigne pour la tour en domaine de la réalité, pas vraiment en domaine de la réalité, mais en mouvement, en déplacement, une transformation ou une association, je dirais, entre des entités qui ne sont pas sociales. Et ça peut être des entités différentes, des entités comme les microbes de Pasteur, ou des entités comme le coronavirus dont on a tous souffert pendant les 2 dernières années. Pendant la pandémie. Donc, comme le social est un mouvement, ce n'est pas un domaine de la réalité qui est loin de nous, de la réalité de l'architecture, mais c'est vraiment un mouvement à suivre. On suit les acteurs pour comprendre leurs associations, pour comprendre le monde qu'on habite. Donc, l'approche latourienne nous invite à entièrement dépasser cette division traditionnelle entre nature et société, nature-culture, nature-architecture, on pourrait dire. Et le message qu'on peut passer à la profession, c'est que les architectes peuvent jouer un rôle très important aujourd'hui pour dépasser cette division. Un rôle qui consiste à repenser, à réimaginer et reconceptualiser en quelque sorte la cohabitation d'humains et de non-humains. Et les architectes peuvent nous aider en quelque sorte de réimaginer ce nouveau régime climatique. Voilà, c'est le message, je pense, le plus important qu'on peut tirer de l'approche sociologique de Bruno Latour dans le climat actuel de cette crise écologique dont on fait partie. Merci Albena. On attend avec impatience la traduction en français de votre livre pour aller plus loin, mais on reviendra sur ces notions. Et merci. Vous parlez de symétrie et de nature, culture. Je pense qu'il y a une question pour Maurizio de gauche. Effectivement, merci Albena pour cette mise en contexte, et notamment par rapport à l'actualité très présente du Covid. C'est vrai que cette notion de la dualité entre nature et société, elle est très présente dans notre culture occidentale. Et j'ai envie de poser cette question effectivement à Catherine Larère, qui dans
votre ouvrage « Penser et agir avec la nature », vous posez le constat justement de cette opposition et qui éloigne ces deux mondes et qui finalement se protègent aussi mutuellement d'une certaine manière. Donc une activité humaine par rapport à la nature et la nature aussi par rapport à cette activité. Donc comment pouvez-vous nous expliquer sommairement l'origine de ce dualisme-là et finalement dans ce contexte qu'on voit, comment mène-t-il au concept de protection de wilderness qui est finalement de moins en moins efficace par rapport aux enjeux climatiques que l'on rencontre? Alors, disons que le dualisme séparait d'un côté ce qui relève de la nature et de l'autre ce qui relève de la société, de la culture, des hommes. Bon, c'est difficile d'en dire l'origine parce que, bon, si on regarde, même si on reste dans l'Occident, hein, sans aller voir dans d'autres cultures, bon, Platon, Aristote, les philosophes grecs, on peut trouver des éléments de dualisme. Disons qu'il s'installe clairement à partir de la modernité, du XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est très lié au développement scientifique, à l'apparition, à la différence. Alors, il y a des réflexions scientifiques à l'Antiquité, mais ce qui caractérise la modernité, c'est qu'il y a une science uniforme qui émerge, hein, et qui, de Galilée à Descartes et à Newton, est d'une grande synthèse, hein, qui fait que ça a un sens de parler de la science à ce moment-là. Et donc, faire de la science de la nature, c'est transformer la nature en objet, et du coup, opposer les humains qui, eux, ne sont pas des objets, qui ont une subjectivité, une liberté. Bon, on trouve ça chez Descartes, hein, qui déclare, alors je suis un peu schématique, mais bon, une distinction entre ce qui relève du corporel et ce qui relève de l'esprit, entre donc ce qui relève de la matière et des rapports de nécessité, et de l'autre côté ce qui relève de l'humain. Et donc, ça a permis, hein, ce dualisme, ça a permis effectivement le développement d'une science qui, à partir du 19e siècle, va trouver des applications et va permettre une maîtrise de ce qui nous arrive très supérieure à ce qui avait pu arriver avant. Mais aussi, on en a aussi découvert les limites. Et je dirais, en gros, cette façon pour revenir à Latour, cette façon qu'il y avait de dire, il y a d'un côté ce qui est de l'ordre de la nature et qui relève d'une nécessité qu'on voit particulièrement à l'œuvre dans les événements physiques, hein, et de l'autre côté, ce qui relève de la liberté et de la spiritualité humaine, on s'est rendu compte que c'était pas des camps aussi tranchés. Alors, il y a la question des animaux, de quel côté on va les mettre. On les considérer comme des machines, c'est à la fois absurde et en même temps ça correspond à des conduites actuellement dans l'élevage industriel qui conduit à les condamner. Considérer les humains comme une sorte de liberté qui peut décréter ce qu'elle veut quand elle veut, se déprendre des nécessités naturelles. Justement, ce que avec Latour on appelle le régime climatique, nouveau régime climatique. On est devant les conséquences de nos actions sur l'atmosphère, sur le changement du climat, et on est incapable de rien faire. Donc on n'est pas... Si on est à la fois très puissant, en même temps impuissant. Donc il y a une sorte de continuum qui se forme, hein, où on se rend compte d'une part que la nature, c'est pas uniquement du mécanisme physique, qu'il y a du vivant, et que le vivant, c'est la contingence. Hein, des choses, comme disait un certain nombre de biologistes, les choses auraient pu être autrement. Hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessairement comme ça. Donc il y a des trous dans le vivant qui permettent l'action. On parlera d'agentivité. Et en même temps, côté humain, présenter les humains comme des espèces de dieux, maîtres d'eux-mêmes, comme de l'univers, c'est pas vrai non plus. Donc on en vient, au lieu de faire une séparation tranchée, à faire un continuum. Et c'est effectivement ça qui permet de ce que Latour appelle des rapports symétriques, c'est-à-dire de ne pas faire une dissymétrie, une hiérarchie forte entre ce qui serait du côté de l'humain et ce qui serait du côté de la nature et des animaux. Donc on en vient à regarder des ensembles, et c'est vrai que le SARS-CoV-2, hein, le virus du Covid, est
petit virus, mais qui a réussi à semer la zizanie parmi les humains et que donc on ne peut pas considérer comme une chose qu'on maîtrise comme on veut. Donc il faut faire des arrangements, hein, rien n'est donné par avance. Je vois mon interlocutrice qui approuve, tant mieux. Rien n'est donné par avance et on fait des recompositions. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du Covid parmi les rapports entre humains? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le chasse, hein? Est-ce qu'on chasse aussi les animaux qui ont le Covid? Il y a des tas de questions qui se sont posées comme ça, quoi. Justement, la notion de nature évolue et les actions aussi envers cette nature évoluent fortement. Le concept justement de wilderness, est-ce qu'il participe justement de cette idée d'autonomiser cette notion de nature et de la figer en quelque part? Alors, effectivement, cette séparation qui mettait d'un côté la nature et de l'autre côté les humains et qui survalorisait les humains par rapport à la nature, parce que la nature, c'était ce qui nous était donné, des ressources, hein, ce qui nous était donné pour en faire ce qu'on veut. À partir du moment où on s'est rendu compte que ça avait des conséquences négatives, particulièrement aux États-Unis, on s'est rendu compte que le développement colonial, enfin colonisateur des États-Unis, aboutissait à détruire des espaces naturels de façon sauvage. Il faut bien se dire que les colons, dans la ruée vers l'ouest, pour aller plus vite, pour couper des arbres, pour détruire les forêts, ils coupaient les arbres à moitié et ils attendaient que le vent casse les arbres qui restaient, pour dire à quel point c'était une attaque violente. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont réfléchi là-dessus et qui s'est dit, mais bon, dans ce rapport entre nature et humanité, la balance est complètement déréglée. Il faut redonner de l'importance à la nature. D'où l'idée que ce qui s'est passé aux États-Unis, les espaces qui n'étaient pas encore détruits, il fallait les mettre en dehors de l'action humaine. Alors c'est ça qu'on a appelé la wilderness, d'un nom qui arrive d'ailleurs de la traduction au XVIIe siècle de la Bible. Ça correspond au terme français de désert, hein, wilderness, c'est-à-dire à la fois quelque chose dont l'homme est absent et qui du coup est un peu défavorisé. Alors on a renversé l'idée, on a valorisé le désert, la wilderness, et on a créé des parcs, Yosemite, Yellowstone et beaucoup d'autres, avec l'acte législatif, hein, qui règle la protection de la nature aux États-Unis, qui est le Wilderness Act, et qui définit un espace de wilderness, c'est une définition juridique, donc elle donne des possibilités d'action, comme un espace qui est le moins où les processus naturels sont le moins entravés possible par l'homme. Donc on le présente par son extériorité vis-à-vis de l'homme. Puis en réfléchissant là-dessus, on s'est rendu compte d'abord que des espèces de wilderness comme ça, il y en avait peut-être aux États-Unis, mais pas dans le reste du monde, et que donc faire comme ça dans le reste du monde, par exemple, c'était condamner les forêts asiatiques où il y a une longue association des hommes et des forêts pour vivre dans les forêts. Et puis même aux États-Unis, comment est-ce qu'on avait créé Yosemite ou Yellowstone? En chassant ceux qui étaient encore là, c'est-à-dire les Amérindiens d'avant l'arrivée des colons, soit en les chassant complètement, soit en les transformant en gardes de parc, ce qui se discute. Et on s'est rendu compte aussi que cette wilderness américaine, en fait, c'était pas la nature du temps où elle avait été créée, c'était le résultat de l'arrivée des colons européens qui avaient entraîné une telle disparition des populations antérieures. On pense que 90% des populations qui étaient là quand les colons européens sont arrivés en Amérique du Nord ont disparu dans le siècle qui a suivi. Donc c'était quelque chose qui était redevenu une forêt, donc ça n'avait pas de sens d'en faire une nature séparée de l'homme. Parce que justement, à l'inverse, dans votre ouvrage, justement, vous prenez l'intérêt de l'examen en fait, des interrelations que les humains, dans leur diversité, entretiennent avec ces vivants. D'une certaine manière, en allant chercher justement le fait que par rapport à tous ces enjeux aujourd'hui dont on parle de reconstituer cette biodiversité, ces environnements naturels, on voit que cette solution-là n'arriverait pas à couvrir en fait
l'état du problème et de retrouver un état d'équilibre aussi avec cet environnement. Donc comment là on arrive à quelque chose d'autre où on hybride, on parlait de représentation hybride, cette notion de société, de culture et de nature qui s'entretiennent finalement mutuellement. Alors effectivement, il y a maintenant un peu partout des espaces naturels protégés. Ça ne suffit pas à enrayer ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité ou la 6e extinction, c'est-à-dire la diminution. Non seulement la disparition d'espèces, ça d'une certaine façon c'est normal même si ça accélère, mais la diminution des populations de différentes espèces animales, c'est bien qu'elles sont plus viables. Donc la notion de biodiversité qui est construite sur la diversité, l'expression de diversité biologique qui est introduite dans les années 80, et qui, alors c'est pas simplement, on conçoit très souvent la biodiversité comme la diversité des espèces. Donc la question des pandas, par exemple. On ne va pas vouloir que les pandas disparaissent parce que ce serait une espèce en moins ou protéger les loups ou les ours. La biodiversité, c'est à tous les niveaux du vivant. Hein. C'est à la fois la diversité génétique, c'est la diversité des populations, des espèces, des écosystèmes. Donc ce n'est pas simplement une question de quelques espèces phares. A le mérite de ne pas être une notion dualiste, généralement. C'est-à-dire que la biodiversité n'est pas liée à la présence ou à l'absence de l'homme. Hein. On a montré, alors il y a 2 exemples qui sont parlants. Il y a le bocage en France, et particulièrement le bocage normand. Il y a une thèse de fait là-dessus, c'est pour ça qu'on cite toujours. C'est une co-création des humains et de la nature. Hein, l'habitude de champs ou de prés entourés de haies, elles-mêmes entretenues, c'est à la fois des processus naturels et des processus humains. Hein, on ne peut pas les dire ni l'un ni l'autre. Et c'est au XIXe siècle que la biodiversité est à son maximum dans le bocage normand. Donc on a là l'exemple d'une présence humaine qui n'est pas destructrice de la nature, mais qui au contraire entretient la biodiversité. Alors l'autre exemple qui est encore plus parlant, c'est la forêt amazonienne. Parce que si on imagine, on pense spontanément à la forêt amazonienne comme à une forêt vraiment wilderness, sauvage. Mais non, il y a tout des travaux d'écologie historique qui ont montré que là aussi, c'est une coaction des populations sur place et de la nature, et qu'on suit le long des fleuves la présence des hommes qui n'ont pas détruit la forêt, mais qui lui donnent d'autres aspects. Hein. On voit une répartition des espèces qui est différente, hein, là où il y a des humains, que là où il n'y a, pour ainsi dire, pas d'humains. Donc là aussi, on a un exemple de coévolution entre les humains et la forêt. Et c'est pourquoi, quand on détruit la forêt amazonienne, on ne détruit pas seulement des milieux naturels, on détruit des milieux de vie pour des vivants, parmi lesquels il y a des humains. Alors, je vous remercie d'avoir fait ce petit détour par l'Amazonie, Catherine, parce que en fait, il se trouve que l'IS travaille et enseigne à Pékin, qu'on parle d'un régime climatique nouveau qui concerne l'ensemble de la planète. Et donc, l'IS, moi j'avais une question pour vous, dans la mesure où on connaît tous la peinture chinoise traditionnelle, où l'homme est représenté tout petit dans un univers naturel qu'il dépasse complètement. Il me semble que la révolution culturelle est passée par là. L'adoption récente de l'économie de marché ont dû peut-être transformer cette vision assez taoïste de la cosmologie chinoise. Donc quel est le rapport actuel de la culture chinoise contemporaine avec le vivant ou la nature? Est-ce que, par exemple, les discussions qu'on a ici sur les milieux habités a un sens en Chine? Oui, mais ça, ce sera plutôt... je pourrais partager mon expérience, mais j'aurais du mal à théoriser parce que ces théories sont assez fraîches. Elles sont étudiées, comme je vous l'ai déjà dit, par le milieu académique. Je pense par exemple à la recherche de Hans-Georg Möller, qui il a fait une recherche, il a écrit une étude sur la question de la représentation de soi en Chine. Et l'image d'Épinal, c'est quoi? C'est le paysage chinois avec un tout petit être humain en bas et une gigantesque cascade. La seconde image d'Épinal, ce serait de dire, on demande à des Européens, qu'est-ce que tu vois dans cette image?
décris-moi cette image. Et l'Européen dira, bah là, il y a un tigre, il a l'air farouche, c'est dangereux, c'est ce que je note. Et le Chinois, lui, décrira d'abord la cascade, le paysage, le background, et ensuite pourra citer le tigre qui est là, mais comme un parmi d'autres ensemble. Moi, quand j'ai vécu en Chine, ce qui m'étonnait, c'était par exemple d'aller dans des cafés, de m'asseoir, de prendre un bouquin, de lire, de boire mon café. Délicieux. Le meilleur café que j'ai bu sur Terre est à Pékin. Ce qui était étrange en regard de ça, c'est de trouver tout un ensemble de Chinois qui venaient et qui se prenaient en photo pendant 1 heure à 2 heures. Puis je me disais, mais c'est pas possible, il y a une raison, il faut que j'étudie cette question. Et la recherche d'Hans Georg Moller, qui a écrit un livre qui s'appelle Your Profile Now, explique qu'en Chine, le rapport à soi est totalement différent à cause de la révolution industrielle. Donc en France, on a eu la révolution industrielle, on a eu la possibilité de voyager. Donc mettons, j'habite je sais pas, à Toulouse, et puis j'ai la possibilité de voyager très vite, d'aller à Paris. Donc si j'ai envie de faire des recherches d'ingénierie, je peux aller dans une école et me former à l'ingénierie. Et donc ce qui était valorisé d'un point de vue de la société grâce à la première révolution industrielle, c'est l'idée d'être authentique par rapport à ce que soi on veut devenir. Par contre, en Chine, il n'y a pas eu la révolution industrielle et il y a eu l'idée de la reproduction du même, c'est-à-dire d'être sincère par rapport à ce que la famille est. Et ça explique en Chine le fait que quand quelqu'un va prendre un café, va boire son café, il va passer 1 heure à se photographier sans jamais se poser la question de est-ce que les photographies que je suis en train de faire sont authentiques. Il va passer 1 heure à se mettre en scène, à tel point que quand il va boire son café, le café sera froid. Et donc il n'aura jamais véritablement apprécié le café. Par contre, il aura fait toute la publicité nécessaire pour que le café prospère. Et ça tombe bien, parce que le café, en l'occurrence, c'est très bon. Mais des fois, c'est un piège, parce que ça pose les questions du second order observation, c'est l'observation de second ordre, qui fait que si vous allez sur Google Maps, vous voulez chercher un bon restaurant, vous allez probablement vous fier aux images que les autres ont fait de ce restaurant plutôt que l'expérience que soi-même on pourrait en faire de ce restaurant. Donc là, la question de la représentation de soi est assez passionnante. Par exemple, si vous allez en Chine et que vous allez voir une plage magnifique, vous allez probablement développer une serviette, vous asseoir et contempler, observer l'environnement, regarder le coucher de soleil. En Chine, non, c'est pas la même chose. On vient, on pose, on prend une photo, en 10 minutes c'est plié, on va au point d'après. Et c'est assez curieux. C'est assez curieux parce que ça, bon, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai qu'il y a une forme de bétonisation des points, comment on appelle ça, des points touristiques les plus grands. Et pour voir les choses les plus magnifiques, il faut constamment prendre des chemins de traverse en Chine. Et c'est... Voilà, donc Philippe Descola a raison de distinguer les différentes cosmologies. On est naturaliste, je ne sais pas ce que sont les Chinois, il y a peut-être des mutations de nos différentes cosmologies actuellement. Et on va peut-être passer à un autre système de représentation en redonnant la parole à Albena qui conteste tout simplement nos modes habituels de représentation de l'architecture ou de l'habitat d'une manière plus générale. Dans la mesure où ce sont des représentations qui sont trop statiques et qui ne recouvrent pas le processus controversé depuis la programmation de tels usages ou de tels équipements jusqu'aux usages qui en sont faits dans le temps. Donc, vous avez consacré une partie de votre travail à la recherche d'une figuration plus conceptuelle de l'architecture qui intègre donc un temps plus long et qui rend également compte de ses dimensions sociales, politiques, mais également écologiques. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont ces recherches et nous montrer quelques exemples de ces nouvelles figurations ? Oui. Est-ce que vous pouvez voir l'image ? Oui. Très bien. Voilà. Oui, effectivement, les interprétations prédominantes
maintenant en architecture, suivent une approche qui opère la séparation entre les dimensions subjectives et objectives, des divisions, des séparations qui ont toujours paralysé la théorie en architecture et les modes de représentation qu'on a en architecture. Cette séparation, notamment, suppose une vue très statique du bâtiment, une vue très statique de l'objet en architecture. Donc, dans mes recherches, j'ai proposé d'abandonner cette vue statique des bâtiments pour les saisir comme un flux de transformation. Pour comprendre un bâtiment ou un projet urbain, nous devons nous attacher à comprendre en quelque sorte toutes les séries de transformation du projet ou toutes les séries de transformation d'une idée créative ou toutes les controverses d'un projet urbain, par exemple. Donc, si on suit cette série de transformations, on aboutit à une image très différente du projet ou du bâtiment. Donc, le projet en architecture, normalement, ne suit pas un cours linéaire. Nous le savons bien de notre pratique. Le projet ne progresse, ne suit pas en vue un cours linéaire et progressif, mais avance par dérivation, par des tours différents, par des controverses, par des obstacles différents et mobilise à chaque étape de son développement de nouveaux acteurs en constellation de rapports variables. Donc, comment est-ce qu'on représente ça? En objet qui avance par des détours différents, en mobilisant des acteurs toujours différents. Comment est-ce qu'on visualise le cours du projet? C'était la question que j'avais. Et c'est vraiment pas un objet statique, mais c'est toute une écologie très complexe à suivre, mais aussi à représenter, à visualiser. Pour représenter un bâtiment comme une écologie, comme une chose multiple, on peut développer des visualisations alternatives et j'ai essayé de faire ça avec cette image que vous voyez maintenant. C'est une visualisation de la controverse autour du stade olympique à Londres. C'était le stade olympique pour les Jeux olympiques de 2012. Donc, on a suivi les débats autour de ce projet et tout le processus de controverse, toutes les phases de l'évolution du projet. Donc, on a essayé de tout visualiser pour représenter justement la complexité de cet objet qu'est le stade à la fin. Mais c'est pas, on voit même pas le stade, on voit pas l'objet statique, mais on voit cette écologie très complexe. Et cette cartographie nous permet vraiment de voir cette évolution dans la longue durée du projet. Et l'avantage de cette méthode, c'est de pouvoir introduire toutes les différentes exigences humaines dans le même espace optique du bâtiment. Donc, on ne voit pas simplement l'objet technique, esthétique qu'est le bâtiment, mais on voit aussi les participations et les exigences humaines, les différents intérêts des acteurs qui participent à la production du projet. Donc, ce mode de visualisation avance l'idée qu'un bâtiment est toujours une accumulation contestée de demandes différentes et des fois contradictoires. Des demandes sociales, politiques et écologiques à la fois. Donc, c'est jamais un objet statique et un objet qu'on voit à distance, qu'on peut contempler à distance comme étant un objet esthétique ou technique. Cela nous permet aussi de dessiner des demandes conflictuelles dans l'espace même à propos duquel elles sont en conflit. Donc, on voit l'objectif et le subjectif à la fois. Si on passe
une autre image, c'est une autre visualisation dans le même esprit. On voit que les avantages de ce genre de cartographie, c'est que d'abord on voit dans ce genre de visualisation, on voit en même temps l'objectif, à la fois l'objectif et le subjectif, les intérêts humains et les aspects techniques du bâtiment qui sont vraiment contestés par les acteurs. Et on peut vraiment suivre le mouvement du projet ou le mouvement du bâtiment. Le bâtiment en train de se faire, en train d'évaluer en quelque sorte. Le projet architectural en train de se faire. Mais Albena, ça veut dire, par exemple, qu'on peut figurer les interactions avec le vivant dans ces modes de représentation, parce que c'est une des difficultés qu'on a, nous, dans notre système géométrique de représentation, qui, encore une fois, est dénué de cette dimension temporelle, c'est comment donner droit au vivant pour l'intégrer au processus. Oui, voilà, on peut incorporer en quelque sorte beaucoup plus de voix vivantes, de beaucoup plus d'exigences, de beaucoup plus d'intérêts que les intérêts des acteurs qu'on représente normalement. Les acteurs politiques ou les acteurs qui ont le pouvoir pour gérer un projet, qui sont normalement les voix qu'on entend, mais on ne voit pas, par exemple, en particulier dans des projets complexes de cette échelle, comme un stade ou comme l'extension d'un aéroport, par exemple, il y a beaucoup d'organisations écologiques qui sont mobilisées, beaucoup de communautés de villages ou de villes affectées par les projets, mais on ne voit jamais leur participation, on n'entend jamais ces voix, les voix de cette communauté et les voix des espèces affectées, des animaux ou des plantes et l'équilibre écologique qui va être détruit par l'extension de l'aéroport, par exemple, ou par la construction d'un stade à Londres. Albena, je crois que Catherine souhaite intervenir. Oui, non, je voudrais intervenir pour illustrer la question que vous posiez l'un et l'autre et sur une architecture qui prenne en compte la diversité des vivants. Je me souviens d'avoir participé à une table ronde un peu de ce genre qui était organisée sur les villes vertes, hein, sur le verdissement des villes, donc sur la construction d'immeubles où il y a autant de verre que de béton ou de pierre. Et bon, ça a été défendu comme une action à la fois pour l'agrément des habitants, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour etc., etc. Et puis, dans la salle, il y a quelqu'un qui a posé la question qu'est-ce que vous faites des animaux? Et les architectes présents ont dit on n'y a pas pensé. Or, c'est sûr que mettre du verre, c'est mettre les insectes, tous les animaux qui vont avec du verre. Et c'est ça, me semble-t-il, qui sépare un projet qui reste un projet technique humain, hein, on va rajouter du verre au construit, d'un projet qui intègre la diversité des rapports avec le vivant. Cette question sur les animaux m'avait beaucoup frappé. Et justement, parce que vous évoquez dans votre livre que c'est d'une certaine manière la fin d'une nature comme équilibre, et comme l'évoque justement Albena, c'est cette possibilité de le réintégrer dans un ensemble de processus qui peuvent être justement assez complexes et aléatoires. Est-ce que vous partagez cette même nécessité de restituer, représenter cette complexité et de quelle nature serait-elle? Mais je crois que ça implique qu'on ait une autre vision de l'architecture et de l'action technique en général, et qu'on n'y voit pas une fabrication, mais qu'on y voit un processus de réciprocité. Bon, je vais faire allusion au philosophe allemand Martin Heidegger qui distingue entre bâtir et habiter. Et c'est repris par d'autres, que je veux dire, c'est pas typiquement heideggerien, c'est repris par l'anthropologue Tim Ingold, par exemple. Bon, on a l'idée que bâtir, c'est construire avec des briques, c'est construire un objet technique, finalement. Or, ce que dit Heidegger, je vous dis, qui est repris par d'autres, c'est que on ne bâtit que si on habite.
C'est-à-dire c'est en se situant dans un milieu où il n'y a pas que des humains et un milieu extérieur que ça peut avoir un sens de construire. Et ça amène à se poser des questions qu'on ne se pose pas sinon, du genre, est-ce que les nomades habitent ? On a un peu de tendance à penser l'habitation comme une localisation stable. Mais si on prend en compte la diversité des façons de se situer dans un milieu, les nomades habitent. Et est-ce que les animaux habitent ? Les castors habitent. Donc tout ça amène à voir les choses autrement. Et donc, c'est ce qu'on développe dans Penser et agir avec le vivant, que la représentation technique dominante, qui est celle de la fabrication, de l'imposition d'une forme à une matière. Donc, d'ailleurs, l'image que prend Marx dans le Capital, la différence entre l'abeille et l'architecte, c'est que l'abeille, elle fait ça spontanément, si je puis dire, de construire sa ruche, enfin c'est son habitat à elle, alors que l'architecte a toujours le plan à l'avance dans la tête. Je crois que tout ce qui est dit en ce moment remet en cause cette idée-là, et c'est pour ça qu'à côté de la fabrication, on a introduit ce qu'on appelle le pilotage, c'est-à-dire une action qui tient compte du milieu, qui ne fabrique pas, de même qu'un pilote de navire ne fabrique pas sa route. Il joue, si c'est un bateau à voile, sur les vents, mais aussi un bateau à moteur tiendra compte des courants. Et donc, il invente sa route en coopérant finalement et en utilisant de façon opportuniste les éléments naturels. Mais je crois que si on veut concevoir, entre autres choses, l'acte architectural comme non pas un acte statique et qui rajoute un élément dans un ensemble préexistant, il faut sortir des modèles habituels de la fabrication. Est-ce que, Albena, tu voulais réagir sur cette... En fait, ce dont on se rend compte, c'est effectivement que, pour revenir à des modes de représentation assez statiques ou du plan, qui est effectivement le biais par lequel nous communiquons avec les professionnels de la construction, puisqu'en fait, c'est à travers ces documents que peuvent être transmis les éléments qui permettent aux entreprises de chiffrer et puis de construire. C'est cette dimension temporelle qui est introduite dans les diagrammes qu'étudie Albena qui fait rupture. Ça veut dire aussi repenser entièrement la notion du contexte. Parce qu'il n'y a pas un objet qu'on insère dans un espace euclidien, un espace statique. Le contexte n'est pas là, la société n'est pas là, la culture n'est pas là, même la culture chinoise, on ne peut pas vraiment distinguer entre cultures parce qu'on recompose tout, on fait des arrangements, comme disait Catherine aussi, il faut tout refaire et tout recomposer. Et donc le contexte aussi, il faut refaire le contexte aussi en quelque sorte. Quand on bâtit, on repense, on réimagine toute cette composition à nouveau, et le contexte en quelque sorte apparaît comme ce petit lien qui relie le projet architectural à plein d'autres éléments qui sont là, mais qui interfèrent aussi à la fabrication du projet. Tous ces éléments qui bombardent le projet depuis le début. Les exigences des clients, mais aussi les clichés gravés dans l'esprit de certains usagers, les coutumes enracinées dans le zonage, par exemple, si on travaille à New York, les typologies enseignées dans l'école d'art, les préconceptions des architectes sur la nature, comme tu disais, Catherine, sur la sensibilité que les architectes possèdent pour considérer ces équilibres écologiques que le projet détruit en quelque sorte. Le fait qu'ils n'ont pas pensé aux animaux quand ils ont fait le projet, c'est amusant quand même, mais ça révèle le fait qu'on ne pense pas vraiment à cette recomposition, qu'on ne pense pas à l'acte de bâtir comme étant un acte de recomposition, comme un acte de réimagination de ce qu'on appelle contexte et société, culture. Tout est à refaire à partir du bâti, à partir du projet architectural. À partir de l'habitat, et ça repose une question, on a déjà esquissé quelques contours, c'est la subjectivité.
Finalement, quand on parle de mode de représentation, on imagine dans notre contexte culturel la perspective monofocale de la Renaissance, hein, dans laquelle il y a cette distinction entre le sujet observé et entre le sujet qui observe et l'objet observé. En fait, je sais que Lies, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, à la fois en tant que chercheur et en tant qu'artiste, sur la conscience de soi, la conscience du monde. Et en fait, vous relevez un certain nombre de paradoxes. D'un côté, effectivement, on a une approche moderne qui est tout à fait matérialiste, puisqu'elle réduit la conscience à un certain nombre de processus physico-chimiques, même si aujourd'hui les sciences les plus avancées dans le domaine remettent en cause cette dimension. Et puis d'un autre côté, technologiquement, alors on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, mais aussi de DALL-E, qui est un logiciel qui permet de créer des illustrations à partir de mots, c'est-à-dire aussi de faire des choses à la manière de Van Gogh, Matisse, et qui on voudra. Et donc on voit aujourd'hui que l'intelligence artificielle commence à occuper le champ de la subjectivité, Oui. Ce qui était jusqu'à présent le propre de l'homme. Donc il y a une projection anthropomorphe sur la technologie. On peut penser au film que j'aime bien personnellement comme R de Spike Jonze ou Ex Machina d'Alex Garland, qui questionne en miroir notre identité, mais aussi, et ça j'aimerais qu'on en parle aussi, ce qu'avait anticipé Walter Benjamin dans son travail sur le statut de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Oui. Est-ce que vous pourriez partager vos réflexions sur ces sujets avec nous? Beaucoup. C'est des sujets qui me passionnent. Si on peut commencer par exemple par la question du style. Pour moi, la notion de style arrive dans l'histoire de l'art avec la question de la représentation, et notamment quand la technologie de la reproductibilité technique et la photographie arrive, les artistes qui ne peuvent plus peindre le réel pour leur valeur de reproduction, en gros pour vendre des tableaux de telle famille fortunée, de telle très grande et très belle demeure, doivent donner une plus-value à leur œuvre qui est celle du style, de l'interprétation du réel, de la subjectivité, de l'expérience personnelle. C'est intéressant parce que ça explique toute l'histoire de l'art contemporain et qui arrive jusqu'à présent aujourd'hui à... moi, c'est un avis personnel, un art contemporain qui m'endort un peu, où pour comprendre certaines œuvres d'art, il faut absolument connaître l'expérience de l'artiste, sans quoi on n'a pas accès à ce qui est montré. Et donc d'un point de vue de la lisibilité, c'est terrible. Moi, quand je regarde par exemple ce schéma, c'est une forme de fascination technique aussi, parce qu'on essaye de résumer d'un point de vue esthétique une complexité technique à laquelle on n'a pas accès. Donc ce dont on arrive à s'accaparer dans une telle image, c'est une forme intuitive de compréhension. En fait, cette image est générée par un code, une boîte noire dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants, probablement fait par processing ou un autre logiciel. Et cette question de la représentation, moi, elle me fascine parce que justement, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de ça. Et on arrive au bout de ça par deux axes. L'axe de la science dure et l'axe des questions esthétiques. Donc, dans les questions de la représentation, on va commencer par les questions de la science. Moi, je suis de très près les recherches d'un chercheur américain qui s'appelle Michael Levin. Et il fait une expérience très simple. Il y a des vers qui, quand on coupe la tête repousse. Il conditionne ces vers, il les fait aller vers la lumière. Normalement, ces vers, à l'état naturel, iraient plutôt vers l'obscurité. Il les fait aller vers la lumière. Et puis, il leur coupe la tête. Et la tête repousse, et les vers retournent vers la lumière. Donc il se pose la question de... C'est étonnant ça, comme comportement. Parce que si j'ai coupé la tête, normalement, le lieu supposé de la mémoire de ce vers ne devrait pas aller vers la lumière, il devrait aller vers l'obscurité. Donc il pose la question de la localisation de l'information, et possiblement la localisation de la conscience. Il émet deux théories. La première théorie, c'est que peut-être que la conscience est dans l'ensemble du réseau neuronal d'un corps, de ce vers par exemple, ou alors des questions qui sont plus intéressantes selon moi, qui sont carrément plutôt du ressort du sacré ou presque d'une forme d'ontologie de la conscience, ce serait la localité de cette conscience.
quand j'ai mené mes recherches avec le laboratoire de sciences cognitives de l'ENS, l'ensemble des démonstrations qu'ils essayaient de faire par rapport à la question de la conscience était une démonstration matérialiste, réductionniste, disant la conscience est un ensemble de réactions physico-chimiques qui sont produites par le cerveau. Mais l'ensemble de leurs expériences démontrait le contraire. Et en plus de ça, ils utilisaient un outil assez formidable. Ils utilisent l'hypnose. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de l'hypnose vous dit que, en tout cas de l'hypnose thérapeutique, vous dit vous êtes malade à partir du moment où votre entendement du réel n'est pas en adéquation avec ce qu'est le réel. Donc l'hypnose ou l'hypnothérapeute va vous reprogrammer pour vous remettre en adéquation avec le réel. Moi, ce que ça m'a dit, ça, en tant qu'artiste, c'est que, ok, alors je suis complètement reconfigurable, ne serais-je pas une machine ? Vous posiez la question, vous faisiez un parallèle avec le virus. Le virus, dans le vivant, est l'élément dont on ne sait pas si c'est un organisme naturel, vivant, conscient, ou si c'est une pure machine qui ne fait que se reproduire. Et ça, c'est déjà passionnant dans nos sociétés. Après, moi, ce que ça m'a dit dans la question de la reproductibilité du style, qui est vraiment à nos portes avec la question de l'intelligence artificielle, un de mes étudiants la semaine dernière m'a dit « Professeur, je viens de nourrir une intelligence artificielle qu'avec des images de IMSS et je lui ai demandé de faire une chaise éléphant. Que pensez-vous des rendus que ça a fait ?» Moi, quand j'avais son âge, j'essayais de faire des rendus 3D photoréalistes. Lui, il est en train de nourrir une machine avec une base de données qu'il décide de composer à sa sauce pour avoir une image photoréaliste d'une chaise. Mais il ne s'occupe pas de ray tracing, il ne s'occupe pas de lumière, il ne s'occupe pas d'optique, il ne s'occupe pas de positionnement de rendu, de temps de rendu, il s'en moque de tout ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quels sont les paramètres, et c'est pour ça que j'en reviens à l'image que nous avons vue, c'est que c'est une question en fait paramétrique. C'est-à-dire que, par exemple, dans la question architecturale, l'architecture paramétrique de Zaha Hadid est magnifique, elle est partout dans Pékin, mais en même temps, ça fait tâche dans l'environnement. Vous voyez des immeubles des années 50 à côté d'ensembles d'îlots qui sont pseudo-organiques, qui sont faits pour aller avec l'ensemble des commerces. Mais quels sont les paramètres qui ont été mis dans la composition de ce réel-là ? Et il y a une discipline qui est en train de naître par rapport à ça, qui m'intéresse moi aussi du point de vue de la philosophie, parce que ça retourne vers Gilbert Simondon. C'est-à-dire que si vous déterminez un ensemble de points pour créer une tasse, par exemple qu'elle ne vous brûle pas les mains, qu'elle ait une certaine contenance, vous allez nécessairement aller vers une forme unique. Donc en fait, c'est une vision paramétrique du réel. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est probablement l'avenir de l'humanité. Et donc si c'est ça un des possibles avenirs de l'humanité, alors comment on détermine ce réel-là, selon quels critères ? Et là, vous avez toutes les GAFAM en ce moment qui vous disent « Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, nous, on fait des IA qui sont hyper alignées. On fait de l'alignment. » C'est-à-dire, vous inquiétez pas, quand nous, on développe des intelligences artificielles, elles ne deviennent pas néo-nazies, comme celle qu'a fait Microsoft il y a 5 ans, et qui a fait un gros drame sur les réseaux. Parce que les intelligences ne sont que des reflets, des photographies de la société, ou d'Internet en tout cas, en fonction de ce qu'elle a été nourrie à un temps donné. Donc, ce qui est génial, c'est que ça repart vers des questions sacrées, des questions ontologiques, des questions de la post-sécularisation de l'art. Et si vous voulez répondre. Oui, je suis un peu sceptique. Enfin, tout ça est absolument passionnant et c'est vrai que ça développe des questions là où on n'en avait pas. Il me semble quand même que ce débat sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur nos propres produits, nous ne mettons dans l'intelligence artificielle que ce qui vient de nous individuellement ou collectivement, enferme le débat dans le rapport entre les humains et leurs objets techniques et laisse de côté appelons ça un environnement ou une nature qui, elle, reste extérieure
et finalement, quand même, c'est elle qui englobe tout. Je veux dire, moi, j'avais été frappée, par exemple, quand il y a eu le tsunami en 2011 au Japon, d'un article de Stéphane Foucard qui présentait ça comme la revanche de la technique sur l'humain. Enfin, le tsunami, c'est pas l'humain qui le crée, hein. Et donc cette façon finalement d'enfermer le débat dans le rapport entre les humains et leurs objets techniques est une façon pour moi de re-anthropocentrer, hein, de redire que finalement c'est une question qui agite l'humain et que ce qui n'est pas ni humain ni objet technique, c'est pas très intéressant. Je me montre visible un peu trop caricatural, mais pour dire, il y a des fois, je me dis, mais on pourrait peut-être un peu sortir des questions des humains. Ça pose pour moi plusieurs questions. La première, c'est effectivement que jusqu'à présent, l'histoire avait un sens, elle était orientée par la marche du progrès. Donc il y avait aussi une fin à l'histoire, et qu'aujourd'hui on continue de produire des technologies très sophistiquées, comme celles qu'on vient d'évoquer à l'instant, mais elles ne sont plus accompagnées d'un sens, dans le sens où finalement le bien-être de l'humanité n'est plus associé au progrès technique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, vous faites souvent référence à Aldo Leopold, hein, qui était forestier écologue aux États-Unis, un des pionniers de la protection de l'environnement. Et, dans la première moitié du XXe siècle. Merci de le préciser. Et en fait, il pensait que l'obligation, c'est-à-dire l'imposition par la loi, n'était pas suffisant dans ce domaine et qu'il fallait une conscience sociale de la nature. Et moi, c'est souvent une observation que je me suis faite, c'est on peut avoir des grands discours, conceptualiser les choses, mais si on ne connaît pas la différence entre une forêt et une sapinière, par exemple, voilà, et si on ne les pratique pas, il y a peu de chances finalement qu'on arrive à une conscience sensible, si on revient à la question de la subjectivité. Oui, alors surtout sur la question de la subjectivité, moi je suis aussi un peu sceptique sur poser les questions en termes de subjectivité, parce que c'est laisser une opposition entre l'objet et le sujet. Là où il faudrait peut-être remettre en cause l'idée d'une subjectivité séparée des objets. C'est le lieu de la science en ce moment. C'est justement ce qu'elle remet en question, et c'est ce qu'elle a tendance à démontrer de par l'étude de la biologie, mais aussi l'étude de la physique théorique, etc. Tout était en train de se croiser. Tout est en train de se croiser. On ne peut pas dire qu'il y a des sujets d'un côté et des objets de l'autre. Et le philosophe et phénoménologue Merleau-Ponty disait bien qu'il n'y avait pas des sujets humains séparés du reste, mais des corps sujets. C'est-à-dire qu'on est sujet qu'en tant qu'on a un corps. Donc, de ce point de vue-là, ça remet en cause, me semble-t-il, un certain nombre de séparations tranchées. Et alors, pour revenir à Léopold, je dirais aussi, ce qu'il disait, c'est ça ne sert à rien de s'occuper de la nature si on ne s'améliore pas soi-même. Donc, là aussi, il y a un lien entre ce qu'on peut appeler la conscience écologique. Si ça revient pas sur soi-même et si ça ne s'interroge pas soi-même, ben ça ne sert à rien, et je crois qu'il avait raison. Très bien, on va peut-être passer à un autre chapitre qui est celui de la mesure et de l'évaluation de nos impacts. Exactement, oui. On en a parlé brièvement dans le premier temps de notre échange sur cette émergence d'une nouvelle notion qui était cette notion de la biodiversité comme ressource en fait, d'un patrimoine génétique et des interactions qu'il y avait avec nos sociétés. En 1992, vous parlez, Catherine Laherre, de ce basculement qu'il y a eu entre deux écologies au moment du sommet de la Terre, qui a amené à la Convention de Rio et qui avait pour but d'assurer cette conservation de la diversité biologique en reconnaissant effectivement cette biodiversité comme ressource génétique à maintenir. 30 ans plus tard, malgré le désastre un petit peu écologique qu'on ne cesse de constater, en quoi le concept de biodiversité a-t-il changé notre rapport à la nature et d'en évaluer aussi nos impacts positifs, négatifs. Voilà. Alors, ça a changé notre rapport à la nature pour deux façons. L'une à laquelle j'ai déjà fait référence, c'est-à-dire que la biodiversité, c'est pas une nature séparée de l'homme. On peut montrer au contraire que la coaction, la coévolution des hommes et de l'environnement peut être très favorable à la biodiversité. D'où par exemple la possibilité, ce qui est impossible si on sépare nature et société, d'inclure
les espèces cultivées dans la biodiversité, et de considérer par exemple que le fait que des je ne sais plus combien, mettons 350 variétés de poiriers qu'il y avait en France au début du XXe siècle, il y en a plus qu'une quinzaine. Si on dit dès que l'homme intervient, dès qu'il y a culture, c'est plus la nature, ça va être intéressant. Si on prend la biodiversité, on prend en compte aussi la disparition de la multiplicité de ce qu'on appelle les cultivars, ou des espèces animales domestiquées, mais aussi le nombre de races de vaches est en train de diminuer, etc. Donc il y a ça qui permet d'avoir une vision beaucoup plus ample et beaucoup plus large. Et puis il y a le fait que cet intérêt pour la biodiversité coïncide avec justement l'apparition d'une nouvelle écologie qui n'est plus l'écologie qui a été longtemps dominante des frères Odum dans les Fundamentals of Ecology, qui ont nourri l'écologie dans les années, disons, des années 50 aux années 80, au contraire d'une écologie dite des perturbations, qui dit, mais au fond, l'équilibre, c'est très rare. Alors, ça existe, mais c'est très rare. En fait, ce qui est la règle, c'est les déséquilibres, les perturbations, et il y a des perturbations favorables et des perturbations défavorables, et qui peuvent être l'un et l'autre. Si je prends un incendie, par exemple, vous avez un certain nombre, et en particulier au milieu méditerranéen, vous avez un certain nombre de plantes qui ne poussent que s'il y a eu du feu. Parce que le feu leur redonne la possibilité de se développer. En même temps, on va interdire le feu sur les espaces humains. Donc il ne s'agit pas tellement d'attendre que l'équilibre se mette en place, qui justifiait des protections de nature dans lesquelles on n'intervient pas, mais de distinguer les bonnes perturbations des mauvaises perturbations et d'intervenir pour que les bonnes perturbations l'emportent sur les mauvaises. Donc c'est une écologie beaucoup plus difficile, parce que c'est tellement facile de dire quand on n'intervient pas dans la nature elle va très bien, que de dire finalement la nature elle est en perpétuel déséquilibre et il faut pas intervenir. Des fois il ne faut pas intervenir, des fois il faut intervenir. Donc c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus vaste et ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint aussi les notions de temporalité qu'a évoqué Albena Janeva et cette notion justement de réintégrer la génération de la nature dans l'histoire, donc en mouvement, et pour nous, effectivement, avec cette intention de le réarticuler à un projet. Est-ce que là, on ne peut pas tirer aussi, au travers de cette notion de la biodiversité, qui est polysémique, on va dire, au-delà de la comptabilité du vivant, finalement, le renvoi à une éthique, une norme d'action qui pourrait définir un projet politique? Alors, disons que ça détruit les projets statiques. Ça introduit l'idée d'accompagner, et c'est quelque chose qu'on voit par exemple très, très, très nettement avec le nouveau régime climatique, pour parler comme Latour, le dérèglement climatique. Il y a quantité d'espèces animales et végétales, quantité de populations qui vont plus pouvoir vivre là où elle vivait, parce que le climat a changé. Il n'y a qu'à se promener en France en été pour voir qu'il y a quantité d'arbres qui souffrent, et qui souffrent énormément, et qui ne vont pas pouvoir continuer à vivre. Et puis il y a aussi les oiseaux qui ne font plus leur pérégrination, leur migration annuelle. Et donc la question, c'est pas, comme on pensait jusque-là, de les protéger dans des espaces, mais d'accompagner leur migration. Et du coup, d'ailleurs, on voit une convergence entre l'action vis-à-vis du vivant et l'action vis-à-vis des humains, parce qu'il va falloir aussi accompagner les migrations des humains qui vont quitter leur région pour des raisons climatiques. Donc, il y a, je dirais, l'idée générale de respecter le vivant demeure, mais la façon de le faire change énormément. Très bien. Justement, nous, on intervient beaucoup dans ces milieux d'interstices que vous évoquiez. On mène effectivement à l'agence des réflexions sur l'application du zéro artificialisation nette, donc qui est un projet de réduire très fortement cette logique d'extension au profit des sols d'une grande valeur écosystémique. On voit combien notre représentation aussi de ce territoire dans ce cadre de travail-là est soumis aux
aux logiques de zonage réglementaire qui cartographient l'espace et l'affectent à des zones qui sont finalement extrêmement empreintes de cet héritage historique dont on parlait tout à l'heure, d'une nature qui est absolument vierge et qui ne peut pas cohabiter avec des activités humaines, donc notamment le cas des forêts, la question des espaces protégés, d'une nature qui est assez sacralisée finalement. Vous parlez dans votre livre de la notion de tiers paysage de Gilles Clément, que vous avez intéressé. Comment elle offre finalement des pistes intéressantes justement de ce point de vue-là, qui rejoint aussi une autre approche que vous évoquez de la quatrième nature dans ce cadre. Mais, si vous voulez, Gilles Clément montre, disons, qu'entre on peut dire 2 ou 3 natures, c'est-à-dire celle qu'on laisse sauvage, celle qui est cultivée, et celle qui est quasiment détruite dans l'urbanisation, et qui sont toutes, d'une certaine façon, des natures maîtrisées par l'homme, puisque on va entourer les espaces protégés de barrières, c'est une façon de les maîtriser. On a tendance à concevoir l'agriculture comme une façon d'imposer à la terre ce qu'on veut lui faire donner, et puis on artificialise, comme vous dites. Et que malgré ça, y a toujours une autre nature qui nous échappe, hein, ce qu'on pourrait appeler la nature autonome ou la nature récalcitrante, hein, de Robert Truss en anglais. Et que c'est très simple. Hein, vous barrez la rue Lacoué au debout, dans une semaine, il y a des arbres qui vont pousser. Donc il y a une nature qui sort là où on ne l'attend pas. Alors, ce n'est pas la nature sauvage telle qu'on la rêve, hein, les grandes vallées du Yosemite ou du Yellowstone, mais d'une certaine façon, c'est la nature la plus vraie, hein, celle dont on ne viendra jamais à bout, et que là aussi, on ne peut qu'accompagner ou aider, mais on ne peut pas la dominer, la canaliser. C'est ce que dit Gunther Pauli, l'économiste belge, dans son ouvrage «L'économie bleue», où son propos est de dire qu'il faut rendre à la nature sa capacité évolutive, puisqu'elle a, je dirais, tout ce qu'il faut pour effectivement recoloniser les interstices, et donc on a un rôle effectivement d'interface dans ce système-là. Alors Albena, on va toujours rester dans cette articulation entre le construit et le vivant, en parlant de quelque chose qui est déjà très structuré dans les pays d'Europe du Nord, qui n'existe pas vraiment encore en France. C'est ce qu'on appelle l'évaluation post-occupation. Donc c'est un processus qui en fait une appréciation multicritère de la vie d'un bâtiment après sa livraison. Donc ça concerne des questions d'usage. Est-ce que le bâtiment tel qu'il a été conçu et construit répond aux besoins des propriétaires, des usagers? Dans quelle mesure aussi il impacte son environnement, c'est-à-dire aussi bien la communauté humaine que l'environnement naturel? Donc je crois que vous êtes intéressé à ce croisement qui pourrait être donc une manière assez d'objectiver dans la durée la pertinence environnementale des projets d'aménagement et d'architecture. On voit de magnifiques installations nucléaires. Oui, effectivement, je me suis beaucoup intéressée à des méthodes pour cartographier ces échanges entre justement la dimension humaine, entre les humains et les aspects écologiques et environnementaux du bâtiment, post-occupancy context. Mais pour aborder cette question, je voudrais contribuer à la discussion qu'on avait justement juste quelques minutes avant. Quand on parle de la nature, on utilise souvent des images comme celle-ci. Vous pouvez la voir maintenant? Très bien. Enfin, ouais. on est toujours dans le nucléaire. Ouais. Et dans un port? Ah, d'accord. Voilà. Juste une seconde. Une centrale thermique. Pas tellement la différence. Ah, c'est... Oui. Est-ce que
On voit une sorte de paysage, effectivement. Non, ça doit être non, celle-ci, en fait. Oui, voilà. Voilà, celle-ci. Parce que là, on voit justement une image cybernétique, scientifique d'un bâtiment qui est là, mais on projette aussi les problèmes écologiques, mais on les représente toujours de manière que le langage visuel reste très limité. Donc, on utilise toujours ce répertoire visuel très rigide, très limité. Ce qui pose un problème dans ce régime climatique en quelque sorte, parce que si le répertoire qu'on utilise pour visualiser les problèmes écologiques et les problèmes du vivant, en particulier dans le régime d'évaluation de post-occupation, est tellement rigide, on ne pouvait pas vraiment comprendre le problème réel. On ne peut pas vraiment imaginer la complexité de ces problèmes. Et je pense que ce genre de visualisation et de représentation très abstraite des bâtiments d'un côté et de la nature de l'autre côté, c'est vraiment toujours le même répertoire esthétique de visualisation d'images top-down qu'on utilise, qui posent un problème de compréhension. C'est des problèmes de visualisation qui ont contribué aussi au problème de compréhension de la gravité de la crise écologique, mais aussi qui ont emmené en quelque sorte au scepticisme par rapport au changement climatique et même le manque d'action. Donc, je voudrais apporter ça à la discussion parce que quelles sortes d'images utilise-t-on et peut-être les artistes Aliès pourraient nous dire c'est des images classiques, c'est des images très banales, des images vraiment très abstraites qu'on utilise, mais pourtant on continue à les utiliser. Et il est d'autant plus important pour moi maintenant de réévaluer ce genre de représentation, de repenser ce genre de représentation et de pouvoir réévaluer à l'aide des artistes, en quelque sorte, de pouvoir réévaluer les techniques de représentation qu'on utilise et qui ont beaucoup contribué, en quelque sorte, à la façon dont on conçoit la nature aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse multiplier ce genre de techniques, les innover, les changer, proposer des visualisations alternatives de ce problème. Et même multiplier les méthodes de collection de données pour qu'on puisse produire des visualisations alternatives des changements climatiques qui sont beaucoup plus complexes, qui sont des changements beaucoup plus graves, et pour pouvoir les représenter dans leur complexité, dans toutes les échelles multiples et de leur gravité, il faut vraiment évaluer les modes de visualisation. Et je voudrais montrer deux exemples. Est-ce que les images changent? Oui. Je voudrais justement apporter deux exemples d'images ou d'expérimentation visuelle proposées par des architectes. Le premier, c'est une cartographie par Alexandra Arène, qui est une architecte française. Elle a fait son doctorat en Manchester. On a beaucoup travaillé ensemble. Et donc, elle a fait des études dans la zone critique. Elle propose une distorsion de l'image de la Terre, une espèce d'anamorphose de l'image de la Terre traditionnelle, de cette vision traditionnelle planétaire qu'on a, et elle renverse la projection conventionnelle que vous voyez sur cette image, en fait, des couches différentes. On a les couches, les rochers, le sol et l'atmosphère. Ça, c'est vraiment la représentation traditionnelle. Donc, l'image qu'elle propose et qu'elle a en fait produit, ça ne change pas en fait. Vous la voyez maintenant? Non,
Ça ne change pas? Non, ça n'a pas changé. C'est Non. la sphère qu'on voyait tout à l'heure. Non. C'est l'image suivante. Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est l'image suivante. Oui, c'est bon. Donc, l'image qu'elle a développée à la base de données qu'elle a collectées pendant une étude ethnographique dans plusieurs zones critiques. Elle a suivi les scientifiques en train de produire des visualisations, mais en train aussi d'imaginer des paysages, comme elle est paysagiste de formation, architecte paysagiste de formation. Donc, elle a proposé cette visualisation, justement. On voit l'atmosphère est maintenant placée à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du cercle, on voit l'atmosphère et ensuite, on a le sol et les rochers. Donc, c'est une inversion totale de cette image traditionnelle dont on est tellement habitué. Et cette visualisation nous permet de pouvoir, en quelque sorte, souligner le fait qu'on est vraiment dans l'atmosphère, que la pollution de l'atmosphère ne disparaît pas, qu'elle est là, elle nous enveloppe et nous, on est là, on est dedans, on est enfermé, on est enveloppé en quelque sorte dans cette couche d'ozone. Donc, c'est juste un exemple pour artistique, un exemple qui vient de l'expertise de l'architecture, qui montre l'importance d'utiliser des cartographies ou des méthodes artistiques visuelles alternatives pour pouvoir vraiment visualiser la gravité des problèmes écologiques dans ce régime climatique, dans ce nouveau régime climatique. Si j'ai encore une minute, je voudrais juste montrer encore un exemple qui vient d'un collectif d'architectes américains-français aussi. Oui, voilà, c'est un groupe, c'est un collectif qui s'appelle Design Earth et les deux architectes qui contribuent à ce projet, Rania Goss et El Hadi Jazari, qui est français, architecte français, ils ont utilisé des techniques cartographiques très innovatives pour représenter les zones affectées de la Terre et les problèmes climatiques. Donc, ces visualisations qu'ils appellent Geostories, et c'est le titre aussi de leur livre, Geostories, ces visualisations nous amènent au milieu de la Terre, donc on est tout de suite dedans, on n'est pas vraiment à distance, on ne contemple pas une nature qui était vraiment à distance, mais on fait partie de ce milieu, on est vraiment à l'intérieur, on est mis au milieu de l'océan et ils nous rendent en quelque sorte témoins à l'infrastructure d'extraction du pétrole. On peut voir des icebergs qui se fondent, le ménagement des déchets. Donc, on suit des processus différents, mais on est toujours placé à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une cartographie de ces processus climatiques, mais fait à l'intérieur. Donc, ces architectes aussi réimaginent en quelque sorte la cohabitation des espèces différent parce qu'on voit aussi comment les infrastructures d'extraction du pétrole, par exemple, affectent la vie des animaux dans l'océan, etc. Donc, on voit que tout est connecté. On voit tout à fait ces arrangements différents se faire. C'est cette réorganisation du cosmos qu'on suit à travers les visualisations des architectes. Et c'est une façon de réexpliquer. On est tout à fait en phase. C'est ce qu'on appelle ici la bataille des imaginaires. On en parlait encore tout à l'heure. On a eu la chance d'inviter ici même, dans une précédente table ronde, Grégory Kenneth, qui est un des pionniers de l'histoire environnementale et qui, au Collège des Bernardins, était conseiller scientifique pour une exposition de Laurent Grasso qui, en tant qu'artiste, revisite justement ce rapport au cosmos à travers Mont-Saint-Odile, en utilisant la technologie du scanner LIDAR pour percevoir les choses de l'intérieur, si vous me permettez l'expression, en renversant la chaussette. Donc voilà, je pense que Elias a des choses à dire sur le sujet, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ce principe, et sans doute aussi Catherine. Ok. Les deux images-là sont vraiment fascinantes, notamment parce que la première, elle pose une question, donc l'image antérieure que vous avez diffusée, elle pose en fait une question qui est
très présent dans la philosophie chinoise, celle ce qu'on appelle Tian Yuan Di Fang, ce qui veut dire en fait la terre est ronde, non, le ciel est rond et la terre est carrée. Le ciel est rond et la terre est carrée. Le ciel est rond parce qu'il est parfait, il est absolu, il est transcendant, et la terre est carrée parce qu'elle est rationnelle, raisonnée, quantifiable. Et là, par exemple, on a la question de la projection de la carte. Est-ce qu'on doit utiliser quelque chose de Mercator? Est-ce qu'on doit utiliser quelque chose qui doit mettre en avant tel ou tel paramètre, tel ou tel facteur? Et c'est aussi la question mathématique de la quadrature du cercle. Donc en fait, on voit que dans ces choix esthétiques, ce qu'on essaye de choisir, c'est quelle valeur discrète, quel point mettre en avant. Ici, c'est l'atmosphère. Dans une autre question, ce sera, je sais pas, le paramètre de la superficie actuelle de la Chine par rapport au reste du monde, ou tel autre facteur. Et si on va à la question suivante, à l'image suivante, j'y ai trouvé aussi un intérêt pas mal, parce que là, on est dans une forme de gravure, une lithographie, qui utilise dans son mode de représentation des lignes, donc des strates, et qui aussi, dans le sens, c'est-à-dire dans ce qu'elle essaie de signifier, montre une strate géologique de la profondeur. Donc on est dans une forme de complémentarité entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire le propos et la forme esthétique qu'il prend. Là, du coup, ce que je me pose, c'est, je peux par exemple un peu revenir vers l'hypnose, je peux un peu revenir vers la question du facteur sensible ou du facteur expérientiel, c'est puisque tout style est synthétisable, le style importe moins que la question qui est posée par le style, ou que la réponse que formulera le style, c'est-à-dire le point de vue que formulera le style. Alors, comment expliciter ça davantage? C'est pas évident. Parce que, par exemple, là, si moi j'ai une intelligence artificielle, je peux lui demander, pour constituer cette image, tu vas t'inspirer des lithographies du XVIe siècle, des gravures, et tu vas prendre le style surréaliste de Dali, auquel tu vas ajouter une perspective brunelléchienne, sur lequel tu vas, en avant-plan, tu vas rajouter une donnée très spécifique, et j'aurai cette réponse envisageable. Donc, ce que donne cette image, c'est un point de vue. Ce que donne cette image, c'est une réflexion orientée sur un problème donné qui va influencer sa compréhension. Donc on retourne vers une espèce de compréhension cybernéticienne du message. C'est-à-dire, j'envoie un message, mon message, c'est une intention, il va y avoir du bruit entre mon intention et la réception du message qui va être décodé en fonction de tel facteur. Quel facteur? C'est un peu la question que je me pose, moi, en tant qu'artiste. C'est qu'on parle de biodiversité, des gens provocateurs vous diront oui, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez avoir énormément d'espèces différentes sur Terre? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on veut aller ou vers lequel on ne veut pas aller? Et ce qui me plaît là-dedans, c'est... Voilà. C'était pensé là, de conserver uniquement les espèces qui étaient nécessaires pour l'homme, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être une fonctionnaliste, une approche hyper fonctionnaliste et très anthropocentrée. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la question de la direction. Et c'est pour ça que je disais que d'une certaine façon, ça retournait vers une forme de questionnement ontologique. C'est parce que la science va vers ce type de questionnement ontologique. On a des problèmes épistémologiques d'observation du réel parce qu'on est biaisé dans nos modes d'observation. Donc comment on les dépasse? Et je crois que nos modes de représentation de ce réel vont vraiment influencer les directions que va prendre l'humanité à court terme. Catherine, j'en suis pas totalement sûre. Je pense que l'humanité aussi, ça dépend de ce qu'elle est diverse. Je veux dire, il n'y a pas. Oui. Mais bon, ce qui me frappe dans ce que vous dites, que ça passe par l'intelligence artificielle, par un raisonnement cybernétique, je pense que ça ne fait pas une grosse différence. Ce que nous admettons maintenant et qui fait la grande différence avec, disons, le 17e, 18e, 19e, c'est l'idée qu'il n'y a pas de point de vue absolu.
Il n'y a pas un point de vue d'où un sujet quelque part du côté de Sirius verrait les choses telles qu'elles sont. Si on prend justement ce type de point de vue extérieur, qui est la représentation si célèbre de la planète bleue, la Terre vue de dehors, qui a, dont on pense, enfin c'est souvent en couverture de livres d'éthique environnementale parce qu'elle est si fragile, elle est bleue, elle est jolie, on a que cette terre, on a de la compassion. Oui, il faut aussi voir que cette image, c'est le résultat de mission Apollo, donc d'un projet de conquête de l'espace, après la conquête américaine de l'Ouest, et que c'est un projet de maîtrise, que c'est pas du tout neutre, et que finalement, c'est très bien d'être dans la compassion, je suis pour, mais c'est pas très différent d'être c'est une forme de paternalisme par rapport à la domination, et qu'en fait, mais comme vous disiez, l'atmosphère, elle n'est pas extérieure, on est dedans. Et que cette image, c'est finalement une image extrêmement artificielle, même de la façon dont elle est faite. Enfin, c'est pas une photo directe. Et que donc, il faut bien nous dire que ça n'existe pas, le point de vue de nulle part. Nous sommes toujours pris dans une représentation. C'est vrai aussi bien pour un ethnologue qui fait des enquêtes, qui fait partie de ce sur quoi une enquête, que pour la physique quantique, le principe d'indétermination d'Heisenberg. On est toujours pris dans la relation, et donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas le sujet et l'objet, il y a une variété de façons de vivre ensemble, et c'est là que je vous retrouve. C'est en renonçant à l'idée que nous pourrions avoir une maîtrise absolue de ce que nous ferons, qu'on peut essayer de se tirer de la situation assez difficile dans laquelle nous nous sommes mis. Et justement, là, est-ce qu'il n'y a pas un écho justement dans ce qu'on voit à l'écran avec la pratique des artistes de land art des années 70 qui justement en fait ont mobilisé des savoirs techniques et scientifiques comme les transcriptions sismographiques de la Terre ou l'enregistrement des pulsations de différents cycles naturels. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas justement une voie vers une pensée scientifique qui nourrirait justement rechargerait cette question de représentation? En tout cas, je crois que dans le land art, enfin, il y a différentes formes de land art, mais si on parle de Neil Sudo, de Richard Long, d'Andy Goldsworthy, de Pennon, on est passé ils ont l'ambition de passer de la représentation à la présentation. C'est-à-dire que la représentation, c'est ce que vous disiez les uns et les autres sur le Quattrocento, Brunelleschi et les autres. Effectivement, l'invention de la perspective au XVe siècle ouvre une fenêtre sur le monde, mais c'est une fenêtre qui se constitue à partir du regard humain et dans lequel l'humain est le maître de ce qu'il voit. Et donc, c'est l'idée qui a été ensuite récemment très critiquée, il y a une esthétique de l'environnement, en disant pourquoi on ne peut avoir de rapport à la nature que par la médiation de l'art, la représentation. Alors ça peut être la perspective classique, mais c'est aussi vrai pour l'art chinois, etc. L'art se met en médiateur entre la nature et le regard qu'on en a. Alors que l'ambition affirmée du land art, Andy Goldsworthy dit il faut montrer ce qui est déjà là. Donc ce n'est pas de représenter, c'est de présenter par une présence d'ailleurs physique. Richard Lang marchant, faisant une trace sur l'herbe, et puis le fait que le land art, on va le voir sur place, si je peux dire. Et donc, une autre façon d'avoir rapport, de ne pas passer par la médiation de l'art, et ce qui n'empêche pas qu'on ait effectivement des approches scientifiques. À partir du moment où l'approche scientifique accepte qu'elle fait partie de ce qu'elle étudie, on a des ouvertures complètement différentes. On peut entrer dans le troisième temps de notre échange
qui porte sur notre possibilité d'agir de manière symbiotique, justement, et après, effectivement, cette compréhension dans nos modes de représentation, qui passerait dans un premier temps sur cette possibilité de sentir, en fait, cette nature aussi. Il y a un nouveau terme qui est apparu dans le dictionnaire en 2020, m'a-t-on dit, c'est ce mot de sentience, qui pour désigner en fait la capacité d'un être vivant à ressentir, c'est les émotions, la douleur, le bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement, ses expériences de vie. Donc cette sentience, nous la partageons donc avec les autres vivants. Est-ce que ce genre de notion, c'est quelque chose qui justement nous permet de rapprocher de cet état de présentation ou pas? C'est un peu compliqué, parce que bon, j'en parle de façon pas trop indirecte, parce que mon mari a fait partie d'une expertise collective sur la conscience animale, justement. Et il y a des résistances très fortes, alors je ne parle même pas des vers de terre, hein, même simplement les vaches ou les chevaux ou les brebis ou les poissons. Hein. Il y a un certain nombre de scientifiques, hein, de spécialistes de neurosciences ou de psychologie cognitive, qui refusent qu'on puisse admettre que le même mot désigne ce qui pour nous est à la fois une forme de connaissance et une référence morale, qu'on puisse l'appliquer aux animaux. Et donc parler de sentience, le mot qui est effectivement apparu il n'y a pas longtemps, mais c'est une façon de dire la sentience, c'est pour le vivant non humain, mais nous les humains, nous avons une conscience. Bon, donc moi je suis un petit peu réticente sur mais ce qui me paraît très intéressant, hein, c'est au contraire alors qu'on appelle ça conscience, qu'on appelle ça sentience, je vous dis, c'est à la fois des débats scientifiques, puis en même temps des résistances non scientifiques, culturelles fortes, c'est d'admettre qu'il n'y a pas que les humains qui soient conscients, hein, et que même un ver de terre, qu'on coupe en deux, on se demande un peu où sa conscience est localisée. Bon. Donc ça me paraît extrêmement important. Et à tout niveau, hein, par exemple sur le bien-être animal, on a eu tendance, hein, donc pour les animaux d'élevage, à donner des définitions objectives du bien-être animal, alors qu'il y a un certain nombre d'éthologues, de spécialistes des conduites animales, qui ont montré que les animaux ont des émotions. Hein, et que donc, on parlait de subjectivité, on peut dire qu'il y a une forme de subjectivité animale, et si on n'en tient pas compte, on ne comprend rien à ce qui rend les animaux heureux, malheureux, malades. Oui. Et justement, alors, donc, il y a cette question de conscience et d'interdépendance sur des états de relation très simples. Vous dites justement à ce sujet qu'il ne faut pas quitter le monde humain pour s'intéresser et pour aller vers d'autres mondes, qui seraient que l'homme se déplace vers le monde animal ou naturel, mais plutôt de prendre conscience que notre monde humain que nous avons est également en relation avec des non-humains, qu'on est engagé dans ce système-là. Donc est-ce qu'il faut passer par une forme de reconnaissance ordinaire de nos dépendances, donc préalable à l'action? Il y a une caractéristique de toutes les sociétés animales, de toutes les sociétés humaines, excusez-moi, elles ont toujours inclus des animaux. Alors, ce n'est pas forcément sous la forme d'animaux domestiques. Hein. Je crois qu'on parlait de Philippe Descola, qui a travaillé sur les hachoirs. Les hachoirs n'ont pas d'animaux domestiques. Ils les chassent. Mais ils ont des espèces d'animaux, une sorte de doudou, hein, qui prennent avec eux un peu comme excuse de ce qu'ils font aux autres animaux. Alors, ils ne les tuent pas. Il arrive même que y ait des échanges entre des collectivités hachoirs et puis d'autres collectivités, parce qu'ils voudraient bien se débarrasser d'un animal, mais ils ne veulent pas le tuer, alors ils le passent à l'autre. Bon, bref. Mais toutes les sociétés humaines ont toujours inclus des animaux. Nous avons toujours eu des rapports avec des animaux. Et notre tort de moderne, c'est de ne pas avoir pris ça en compte. Ce que montre très bien Descola, c'est que justement, dans d'autres cultures, chez les hachoirs qu'il a étudiés, le langage ne fait pas la différence entre, je ne sais pas moi, l'animal, le coyote, ou je ne sais pas très bien ce qu'il y a là-bas, et l'humain. Hein, donc c'est un langage qui ne sépare pas d'un côté les humains, de l'autre côté les non-humains. Et alors on ne va pas se transformer en hachoir,
mais on a des choses à apprendre de là, quoi. Et donc vous dites cette modernité qui a fait cet excès d'agir technique d'une certaine manière, comme vous l'identifiez. Qu'est-ce qui devrait changer dans notre société pour intégrer davantage l'agir environnemental, qui soit beaucoup plus humble Bon, il a été question de la tour. Moi, je lui emprunterai une idée que je résume en disant il faut pas, avec les non-humains, animaux, mais aussi les végétaux et la nature, il faut passer du langage de la causalité au langage de la sociabilité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer que sur ce qui n'est pas nous, nous devons avoir une action causale. Et le vocabulaire économique montre à quel point nous les économistes et quelques autres, transfèrent cette action causale aux humains. Quand on dit on a des leviers pour agir. Donc c'est un vocabulaire mécaniste qui prouve qu'on s'adresse aux autres, non pas comme des gens avec qui on échange, mais des gens sur lesquels on agit, comme on va agir sur un fleuve. Et donc, abandonner ça, et passer au langage de la sociabilité, c'est-à-dire se dire que nous avons des rapports réciproques d'échange. Alors c'est absolument vrai avec les animaux. Bon, si vous avez un chat ou un chien, vous savez bien que vous ne les traitez pas comme des choses inertes. Bon. Mais il y a des études très intéressantes qui montrent que même avec un fleuve, on a un rapport qui n'est pas simplement un rapport d'action causale, mais d'échanges divers. Donc je crois que abandonner le vocabulaire unique de la causalité, d'autant plus que nous l'appliquons à nous-mêmes, pour développer le vocabulaire de la sociabilité, ça me paraît un bon plan. Et pour finir, c'est vrai qu'il y a des parties de la science de l'écologie que vous analysez, notamment la restauration écologique, sur laquelle parfois on fait face, puisqu'on intervient dans des zones où on a des projets de paysage, de compensation ou de restauration, donc c'est effectivement extrêmement louable. Mais on voit là dans votre analyse qu'il y a certaines critiques, donc au-delà de la question d'une nature artificielle qu'on aurait recréée par rapport à quelle référence écosystémique initiale, on voit que ça engage des processus de pilotage de la nature où on n'est plus maître complètement et quand on vient s'intéresser à ces mécanismes-là, on est entre différentes logiques quasiment artistiques de restauration d'un paysage qui a une qualité particulière, et puis d'ingénieurs aussi, puisqu'on est aussi avec des notions d'agronomes, et encore d'autres, plus encore, puisqu'on est en lien avec des besoins humains, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Et en quoi tout ça, finalement, c'est un élément qui est assez complexe et nouveau, et qui renvoie à ces questions de représentation, mais surtout de culture, finalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir de la biodiversité et de tous ces, qu'on peut appeler au sens large, paysages, qui sont une coévolution homme-nature. Il n'y a pas une référence scientifique qui dirait la naturalité, c'est ça. Il y a plusieurs évolutions de paysages possibles. Et Patrick Blandin, qui est un écologue, qui a été un temps directeur de la Grande Galerie de l'évolution, disait à partir du moment où il n'y a pas, la science ne peut pas indiquer en disant la nature c'est ça, eh bien, la nature il faut la désirer. C'est-à-dire qu'il faut arbitrer entre différentes coévolutions humain-non-humain. Et là, c'est à la fois ce que vous appelez la subjectivité, mais c'est aussi un choix politique. Il faut savoir quelle nature on veut protéger. C'est pas toujours. À partir du moment où on pense, les références scientifiques sont importantes, mais ne peuvent pas trancher, eh bien, c'est l'imposition technocratique ou le débat démocratique. Alors on s'approche du terme. Non, justement, peut-être que la question d'Albena que je voulais poser sur la possibilité des outils en fait digitaux qui peuvent participer en fait. On travaille à l'agence sur la modélisation de cet environnement-là, donc sous un aspect plus numérique et digital. Mais est-ce que justement la modélisation de ces environnements, elle n'est pas justement par la maîtrise de ces outils, une source de créativité en fait dans nos réponses architecturales et urbaines qu'on pourrait avoir, ou même de représentation, de présentation de la nature? Oui, tout à fait. Et on peut utiliser toutes sortes de modes de visualisation, toutes sortes de technologies et de styles, comme disait
à l'IS, il faut réfléchir du style toutes sortes d'outils de la première révolution numérique ou de la deuxième, même comme la BIM par exemple, des outils paramétriques ou post-paramétriques, ou même transformer ces outils post-paramétriques pour pouvoir vraiment produire ces cartographies différentes de l'environnement sont possibles. Donc, pour moi, l'important, c'est vraiment de pouvoir adapter, retravailler ces outils technologiques et ces modes de représentation pour pouvoir utiliser les outils qu'on utilise normalement pour produire des formes, mais les adapter et les retravailler pour pouvoir représenter des écologies complexes. Donc, pas vraiment les outils qui nous servent à produire des formes statiques et à générer ce genre de vues statiques sur le projet urbain et la ville, mais des outils qui nous permettraient de visualiser ces nouvelles compositions climatiques, ces nouveaux arrangements de la nature, comme disait Catherine, ces nouvelles écologies complexes que créent les projets architecturaux. Donc, en quelque sorte, c'est important d'utiliser la créativité des architectes, les créativités de nos outils, pour pouvoir les mobiliser pour créer des représentations différentes, alternatives de ce phénomène qu'on vient de discuter aujourd'hui. Voilà, une sorte de scénarisation, puisque, comme on l'a vu tout au long de ce débat, c'est la question temporelle qui maintenant va prendre le dessus. Alors moi, je voudrais terminer par une note positive. Vous avez coécrit avec Raphaël Larère « Le pire n'est pas certain », c'est déjà une bonne nouvelle. Dire le pire n'est pas certain ne signifie pas il est certain que le pire ne sera pas. Oui, on en a parlé tout au long de cet après-midi. C'est évidemment le type de récit dont on a besoin pour élaborer cette nouvelle vision du monde dont il a été question aujourd'hui. Bon, cette dernière question peut-être un peu provocante, mais est-ce que nous ne vivons pas toujours dans le paradis terrestre, finalement, en ayant simplement perdu la capacité de le voir comme tel ? Moi, ce qui m'intéresse dans la séparation nature-homme, c'est qu'elle est en train de disparaître. Et qu'elle est en train de disparaître, mais personne ne veut le voir parce qu'on n'ose pas. Par exemple, je peux vous citer une étude qui est fascinante. On n'ose pas écouter ce que les Américains sont en train de dire. À l'université de Virginia, sur côte est des États-Unis, un homme qui s'appelle Jim Tucker fait une étude sur 6000 enfants de 4 à 7 ans qui témoignent de leur vie précédente. Donc l'étude consiste à quoi ? À faire une investigation et à aller vérifier toutes les informations données par le gamin, disant oui, j'ai habité dans ma vie précédente en Écosse, oui, dans ma vie précédente j'étais en Inde et mes parents étaient là, j'habitais dans telle région. Il étudie 6000 cas de réincarnation et ils sont tous avérés et le recoupement est positif. Qu'est-ce que ça impliquerait du point de vue de notre perception de l'écologie ? Ce genre d'annonce faite à l'humanité entière. Vous allez vous réincarner dans le monde que vous êtes en train de concevoir pour vous-même. C'est absolument fascinant. D'autres théories scientifiques, et ça c'est de la parascience pour certaines personnes. Le problème, c'est que c'est une étude quantitative et qualitative diffusée dans des publications scientifiques, dont Nature. Et ça passe sous la trappe. N'importe quoi dans Nature. Ouais, et ben voilà, c'est ça. C'est là que ça pose une question tout à fait intéressante, c'est que ça pose la question de la croyance. Et je pense qu'au vu de la société dans laquelle on vit, où on vit chacun dans nos bulles théoriques, l'une des capacités que l'homme devrait développer, c'est la flexibilité de ses systèmes de croyance. C'est-à-dire que si on voit le monde d'une telle manière, on peut peut-être changer et le voir d'une telle autre manière, et on peut peut-être changer et le voir d'une telle autre manière, pour à chaque fois abandonner, ou tenter d'abandonner sa subjectivité. Et ce sont aussi les modèles physiques naissants qui sont en train d'arriver par... je pense à Thomas Campbell, je pense à Rupert Sheldrake, je pense à beaucoup de physiciens théoriques qui disent que peut-être que notre perception du réel est en effet une illusion, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui précède le réel, c'est sa qualité informationnelle, et c'est en ça qu'il commence à
à avoir la rupture qui existait entre la nature et l'humain, en fait, disparaît. Mais ce n'est pas tellement une nouveauté. Si on regarde les croyances bouddhistes qui, par exemple, sont de culture végétarienne, on ne mange pas des animaux, notamment pour le respect qu'on a pour la vie dans sa possibilité évolutionnelle. Et ça me fascine parce qu'il y a, pour moi, de ce que je lis, des recherches les plus cutting edge, mais aussi les plus celles qui sont les plus, défiantes, merci, les plus défiantes pour notre culture, c'est que ça peut complètement renverser l'acceptation qu'on fait du réel. Alors, moi, je voudrais remercier Elias Amadouche d'avoir renoncé à montrer les images de ses œuvres, ce qui est un acte d'humilité tout à fait appréciable. Le sacrifice de lui-même. Voilà. Exactement. Mais par contre, effectivement, tout ce dont on a discuté cet après-midi est présent à un titre ou un autre dans son travail, donc je vous invite à aller sur Internet pour le regarder. Évidemment, ça ne remplacera pas, je dirais, l'expérience qui est normalement requise pour aller au fond des choses. En tout cas, merci à nos 3 invités du Fond du Cœur pour avoir alimenté ce débat difficile mais fondamental sur les nouvelles représentations. Et puis, comme on parlait de la bataille des imaginaires et du bouddhisme, je terminerai en disant que l'univers est un rêve peuplé de rêves. Voilà, merci. Donc il y aura demain matin une prochaine édition d'AS Explore consacrée à un sujet beaucoup plus sérieux, l'économie de la régénération. Qui est peut-être tout aussi irréel. Mais qui est peut-être effectivement tout à fait aussi conventionnel. Merci encore une fois et à bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. La Terre est plate.